Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le Pékin. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Pourquoi la France appelle-t-elle à l'apaisement dans ses relations avec l'Algérie? Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé mercredi à une relation apaisée entre la France et l'Algérie où il a effectué une visite destinée à dissiper la tension entre les deux pays. Je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir, a déclaré Jean-Yves Le Drian à la presse après avoir rencontré le président Abdelmadjid Tebboune. Nous souhaitons que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des échanges politiques entre nos deux gouvernements en 2022, au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face au regard des malentendus qu'il nous revient de dépasser, a-t-il ajouté. Dans cette édition, mesdames et messieurs, nous tenterons de comprendre pourquoi l'urgence du rétablissement de ce climat d'apaisement dans les relations franco-algériennes, alors que des convois français ont essuyé toutes sortes de blocages dans un déplacement de la Côte d'Ivoire vers le Mali afin de ravitailler officiellement donc l'armée française présente sur place. Alors que cache cette volonté de rétablir ces relations diplomatiques, alors qu'il y a eu une exclusion aérienne notamment qui pèse sur ces relations-là où la France ne peut plus survoler donc le territoire algérien pour se rendre notamment au Mali. Bienvenue à toutes et à tous, c'est la Palabre intellectuelle. Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Une fois de plus, nous vous retrouvons avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui l'urgence d'un rétablissement des relations apaisées entre l'Algérie et la France? À la demande, bien sûr, de la France, Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a effectué donc une mission en Algérie pour rechercher justement cet apaisement dans les relations franco-algériennes, alors qu'on sait que le climat est extrêmement tendu et comme conséquence, l'on peut citer l'interdiction de survol du territoire algérien par tout appareil appartenant à la France. On peut également voir les difficultés que cela entraîne, notamment dans le ravitaillement des positions françaises au Mali. Et dans cette édition, donc, nous tenterons de comprendre pourquoi cette urgence-là. Est-ce qu'on va essentiellement ici voir un repositionnement idéologique ou alors un repositionnement plutôt lié à des intérêts géostratégiques? Plusieurs interrogations que nous allons soumettre à nos invités. Luc Michel est à Bruxelles et nous vous retrouvons. Luc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue dans le débat. Bonsoir à Bougui, bonsoir à tout le plateau et à nos téléspectateurs. La réalité de cela, ce n'est pas du tout des raisons géostratégiques, c'est que nous sommes en campagne électorale présidentielle en France et la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne dans laquelle elle ne veut pas se laisser distancer par l'Allemagne. À partir de ce moment-là, la France court systématiquement derrière tous les dossiers qu'elle est en train de perdre géopolitiquement. Il y a quelques jours, il y avait le sommet Chine-Afrique à Dakar, il y a eu le sommet Afrique Sécurité à même Dakar. Il y a littéralement les gens, quelques jours, c'était les accords militaires entre la Russie et l'Algérie. Et voilà notre ami Le Drian qui est à Alger. Et gagez que vous allez voir très prochainement les Français aller rendre visite à Abidjan. Mais la réalité, elle n'est pas ce que disent les scénarios médiatiques occidentaux. Vladimir Poutine disait en 2014 que la diplomatie internationale, c'était l'empire du mensonge. Et on peut dire la même chose des scénarios médiatiques et des médias mensonges actuels. En réalité, ce qui oppose la France et l'Algérie, ce n'est pas une question mémorielle liée à la mémoire du colonialisme et de la guerre d'Algérie, comme le disent Macron, c'est une confrontation géopolitique fondamentale. La Russie est l'allié d'Alger et elle a comme principal allié Alger en Méditerranée occidentale. Il y a actuellement une grande confrontation entre la Russie pour le contrôle de la Méditerranée, les USA et l'OTAN. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'amiral américain qui commande toutes les flottes en Eurasie et en Afrique.
Il expliquait il y a quelques mois que la Russie avait, avec la constitution de l'axe stratégique Sébastopol en Crimée, Tartous en Syrie, réalisé l'un des buts historiques géopolitiques de la Russie depuis Catherine la Grande, donc au XVIIIe siècle. Il a expliqué que maintenant, la confrontation, c'était pour le contrôle ou la neutralisation de la 6e flotte américaine et des flottes de l'OTAN dans la Méditerranée occidentale. Voilà le premier dossier dans lequel les Russes sont opposés aux Français, membres de l'OTAN. Le second dossier, évidemment, c'est la question malienne. C'est le nouvel axe géopolitique Alger, Bamako, Russie, Moscou, dans lequel, évidemment, l'Algérie joue un rôle décisif pour mettre en néant les sanctions occidentales contre le Mali. Elles ont encore été évoquées par Mme Parly ces dernières 48 heures, et dans lequel Alger se propose de participer au financement des groupes paramilitaires au Mali, mais aussi au financement, je les cite, d'une base permanente militaire de la Russie au Mali. C'est cela qui oppose les deux, et il y a au milieu de tout ça un troisième conflit qui était secondaire mais qui ne l'est plus, c'est la question du Sahara occidental. Le Maroc, c'est la porte d'entrée des Américains et de l'OTAN en Afrique. Le Maroc, c'est aussi l'adversaire historique de l'Algérie, et il y a en particulier la question des Sahraouis, c'est-à-dire du Front Polisario qui refuse de céder au colonialisme marocain ce territoire. Il faut savoir que le Front Polisario aussi n'est pas seulement soutenu par Alger, il est officiellement, il a un bureau de représentation à Moscou. Lorsque je faisais il y a une dizaine d'années des missions de monitoring dans toute l'Europe de l'Est, régulièrement, j'avais dans mes moniteurs les représentants du Front Polisario à Moscou, qui faisaient partie quasiment des délégations officielles russes. Donc le conflit a été envenimé par la décision des Israéliens, des Américains soutenus par les Français, de reconnaître la marocanité du Sahara espagnol en échange d'une reconnaissance réelle d'Israël. Jusque-là, il n'y avait que des rapports diplomatiques et militaires occultes. Voilà donc pourquoi il n'y aura pas de réconciliation entre la France et Alger. Alger est totalement du côté du bloc de l'Est. La France est coiffée du côté du bloc américano-occidental. Enfin, il y a un dernier dossier, et là, on peut dire qu'Alger aggrave son cas vis-à-vis des Occidentaux. C'est la question de l'Iran. L'Iran intervient maintenant en Afrique de plus en plus, et elle est l'étroite alliée d'Alger. Elle est l'alliée d'Alger dans ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, l'Association internationale des États producteurs de gaz, avec la Russie, avec le Venezuela, mais en Afrique, les deux principaux représentants, ce sont l'Algérie et ce sont la Guinée équatoriale de Obiang-Némam Bassogo, qui a organisé le sommet de ces États à Malabo en juillet 2019. L'alliance entre l'Algérie dans le domaine du gaz, et qui est fondamentale, et l'Iran, elle se doue maintenant d'une alliance diplomatique, puisque les deux puissances sont opposées à l'entrée d'Israël comme membre observateur au sein de l'Union africaine, auquel elle a été amenée par les présidents pro-américains comme Tshisekedi, comme Kagame et comme les autres pro-américains d'Afrique. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, nous sommes au cœur de la confrontation entre les deux blocs, et le bloc de l'Est, c'est une pièce centrale de ce dispositif. Voilà, merci à vous Luc Michel. Gamal Abina, vous êtes internationaliste, spécialiste des questions du Maghreb. Vous êtes également avec nous ce soir. Nous vous retrouvons alors que nous tentons de comprendre voilà, cette volonté de relations apaisées qu'exprime très clairement Paris. On a écouté Luc Michel voilà, nous apporter quelques éléments spécifiques de compréhension, disons par exemple qu'il s'agit avant tout pour la France de garder un allié important en Méditerranée à côté des Américains et de d'autres puissances également qui souhaitent avoir une porte d'entrée en Méditerranée qui ouvre également sur la bande sahélo-saharienne. Vous, quelle est votre lecture ? Alors oui, ce que dit Luc Michel sur la question géopolitique est parfaitement exact, il ne se trompe pas. L'Algérie a décidé de sortir de son mutisme qui a duré très très longtemps, puisque depuis
décennie noire de 92 jusqu'à quasiment la fin de Bouteflika, l'Algérie n'avait plus de politique internationale, plus de politique africaine, plus de politique panafricaine, puisqu'il s'inscrivait dans les années 70 dans une démarche très panafricaine de préservation de l'Afrique pour éviter le néocolonialisme économique. Aujourd'hui, l'Algérie sort de ses frontières, sort de son petit précaré. Après la réforme constitutionnelle, annonce que s'il faut intervenir à l'extérieur des frontières, elle peut le faire. Et surtout, ce qui se passe avec le rapport France-Algérie, c'est qu'effectivement, il y a un glissement des alliances. Bon, l'Algérie a toujours été un peu du côté du bloc de l'Est, mais aujourd'hui, avec le rapprochement effectivement avec l'Iran, puisque les relations sont enfin apaisées, alors que dans les années 90, c'était des relations très tendues, avec le rapprochement évidemment avec les pays sahéliens, puisque l'Algérie s'investit de plus en plus, avec la montée en puissance de ce qu'on appellera pas ça l'OPEP, mais c'est vrai que c'est l'OPEP du gaz, du prix du gaz qui a littéralement été doublé en moins de 6 mois, ce qui est un moyen extraordinaire pour l'Algérie de reprendre des moyens économiques et financiers, des moyens de pression sur l'international. Avec cette reconfiguration, on se rend bien compte que l'Algérie a décidé de refaire entendre sa voix. Alors, avec le Hirak, évidemment, on a eu un moment d'instabilité, mais finalement, avec la nouvelle équipe gouvernementale, l'objectif de M. Tebboune, c'est, de façon très claire, démontrer que l'Algérie est de retour, qu'elle est de retour sur le plan national, en développant l'économie, et sur le plan international. Alors maintenant, pour parler des relations franco-algériennes, évidemment, il ne faut jamais perdre de vue que dans 5 mois, il y a une élection majeure en France, puisque c'est la seule élection importante sur le calendrier national, à savoir l'élection présidentielle suivie des législatives, et que Le Drian, qui va comme un pompier essayer de resserrer, du moins d'éteindre l'incendie qui a été rallumé ces derniers temps entre la France et l'Algérie pour diverses raisons qu'on va évoquer rapidement, Le Drian arrive dans un terrain qui n'est pas très favorable. Alors, ce qui se passe, c'est que, je le répète régulièrement, M. Macron est quelqu'un qui a fait en 5 ans plus que tous les présidents précédents de la Ve République en 60 ans. En termes symboliques, il a été très loin. Il a reconnu évidemment, et ça me concerne personnellement puisque j'étais l'ami du fils de Ali Boumendjel, donc, il a reconnu le meurtre de cet avocat algérien du FLN qui a été assassiné par le clan Osiris à l'époque. Il a reconnu le meurtre de Maurice Audin, ce militant communiste indépendantiste algérien. Il a reconnu, il a été le 16 octobre de cette année, pour les 60 ans, reconnaître le massacre des Algériens lors de la nuit sanglante du 17 octobre, perpétrée par la police française, pour faire très simple, et l'état-major français en général. Il a aussi reconnu le mauvais comportement de la France vis-à-vis des harkis. Donc tous ces gestes symboliques ont pour but effectivement de montrer des gages de bonne conduite vis-à-vis de l'Algérie. Il y a aussi aujourd'hui, ça vient d'arriver, ils viennent de déclarer qu'ils vont sortir avec 15 ans d'avance les archives de la guerre d'Algérie. Donc c'est un dossier très très important pour l'Algérie, c'est une question de dignité nationale et surtout de reconnaissance des crimes de guerre. Tout ça pour dire, en fin de compte, les Français font des efforts vers les Algériens, que les Algériens fassent des efforts vers la France. Alors, tous ces éléments sont sans doute peut-être positifs, mais de l'autre côté, il y a le chaud-froid. M. Macron, lors d'une sorte de petite rencontre qu'il a fait avec des descendants de fils de harkis ou de fils d'Algériens dont les parents sont soit en Algérie, soit ici, a fait une discussion avec ses enfants, on voit l'image d'ailleurs, au cours desquelles il a expliqué que l'Algérie surfait sur une rente mémorielle. Alors ça, c'est un grand classique, hein, ça fait écho aussi à la propagande qui consiste à dire que les Algériens ne doivent pas demander de la repentance, comme si c'était le débat. Donc ne pas reconnaître le crime, c'est pas demander la repentance, c'est reconnaître la vérité historique. Et donc, lorsqu'il a fait cette réunion, il ne le fait pas de façon anodine, c'est toujours très calibré, M. Macron n'est pas un imbécile, vous le savez. Et donc, il fait une réunion et il sort avec un journaliste du Monde qui va forcément se faire l'écho de ses propos, que donc le complexe politico-militaire algérien, sous-entendu l'Algérie n'est pas une démocratie, mais juste un complexe militaire, surfe sur une histoire officielle, qui ne serait pas donc la véritable histoire, même si les Français ont du mal à reconnaître les crimes, surfe sur une rente mémorielle, comme s'il y avait quelque chose à gagner sur la mémoire algérienne, alors qu'en vérité c'est une douleur partagée par tout un peuple, indépendamment des politiques. Et explique que l'Algérie n'existait pas avant la colonisation, ce qui est encore un concept assez ridicule qui réduit l'idée que ça rappelle un peu le principe colonial de dire on arrive sur une terre vierge, on colonise, on construit, mais ça n'est pas vrai. Et donc tous ces éléments sont très contradictoires, à la fois de grandes avancées sur le plan symbolique, mais dans les faits, sur le plan politique, beaucoup de reculades. Alors pour prendre un exemple très concret, sur la question du Sahara occidental, les Français, évidemment, ont tendance à pencher du côté plutôt marocain. Sur la question du Sahel, évidemment, les Français qui s'appuyaient beaucoup sur le laisser-faire de Bouteflika se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de passer par le territoire algérien puisqu'on leur refuse l'espace aérien. Et donc, ils tentent, encore une fois, des manœuvres. Alors, évidemment,
Il y a un autre élément très important à prendre en considération. Dans 5 mois, il y a une élection majeure dont on sait parfaitement que la grande minorité algérienne qui vit en France, binationale, et qui est très sensible à ces questions-là, fait pencher la balance dans les victoires dans un camp et comme dans l'autre. On l'a vu à l'époque avec Hollande face à Sarkozy. Si Sarkozy a perdu, c'est parce que cette minorité algérienne a fait entendre sa voix. Et M. Macron ne perd pas cela de vue. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a le rapprochement franco-algérien qui profiterait à la France. C'est que la France a besoin, puisque c'est le principal partenaire économique de la France, en seconde position derrière la Chine aujourd'hui, ils le savent. Ils sont en train de reculer de plus en plus par rapport à l'économie parce que les Français perdent de plus en plus de parts de marché, parce que les Algériens, sur le métro d'Alger, par exemple, ont décidé de ne plus laisser les Français gérer, ni sur l'eau, ni sur beaucoup de grandes rentes que les Français utilisent en Algérie, comme les transports, par exemple. Et donc, les Français se rendent compte qu'ils perdent des parts de marché au profit d'autres partenaires un peu plus sérieux aux yeux des Algériens, comme l'Allemagne, comme l'Asie en particulier, et l'Italie aussi, l'Espagne, bref. Et je ne parle même pas de la Chine, qui est le numéro 1. Donc tout cela, ce sont des éléments qui conduisent à faire en sorte que les Français poussent leur avantage sur un plan de la reconnaissance des crimes de guerre, en essayant de négocier effectivement sur le terrain économique et en essayant de faire en sorte que l'Algérie ne soit pas un ennemi, ou du moins soit plutôt favorable aux visées françaises dans la région. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, sur un plan géopolitique, les Français sont très inquiets parce qu'ils sont en train de perdre leur précaré. Ils savent que leurs principaux concurrents sont les Chinois et les Russes d'un côté et les Américains, les Anglo-Saxons de l'autre. Ils se savent de plus en plus en difficulté. Le pays va mal, puisqu'il y a de moins en moins d'argent, évidemment, avec la crise du Covid et le surendettement. Et donc, ils ont besoin de l'Algérie. En gros, c'est leur profondeur économique naturelle pour espérer pouvoir faire face. Et M. Macron l'a parfaitement identifié. Donc, d'un côté, pour satisfaire son aile dure de droite dans ce mouvement, eh bien, il a tendance à déraper, faire des dérapages contrôlés, anti-algérien, et de l'autre côté, il envoie son ministre des Affaires étrangères pour montrer que finalement, ce sont des partenaires sérieux, crédibles, qui sont des partenaires qui pourraient préfigurer à une relation gagnant-gagnante qui n'a évidemment jamais existé jusqu'à présent. Voilà pourquoi est-ce que Le Drian est en Algérie aujourd'hui. Merci à vous. Et sur ce plateau central, le révérend Paul Pondiela, coordonnateur de Missionnaires Afrique sans frontières. Vous êtes également là et vous regardez justement ce qui pourrait aussi être vu comme étant la volonté aujourd'hui pour la France, voilà, de redisposer justement notamment de l'autorisation de survol du territoire algérien pour ravitailler ces troupes qui sont au Sahel. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui aujourd'hui motive justement cette approche d'apaisement voulue par Jean-Yves Le Drian? Merci, Monsieur Guy Fondop. Je salue d'abord tous les panafricanistes dans le monde et en particulier ceux qui sont même ici au Cameroun, mes frères. Et je voudrais dans un premier temps m'incliner en tant que serviteur de Dieu sur les morts qu'il y a eu à l'extrême nord, des dizaines de morts des Camerounais sur des faux conflits et tuent leurs frères. Et nous appelons donc l'État du Cameroun à régler ce genre de litige rapidement parce qu'on ne veut pas voir des morts pour rien, des morts de trop. Donc je m'incline d'abord devant ces morts. Et puis maintenant par rapport à votre question... Vous parliez là d'un conflit communautaire dans le Nord Cameroun. Oui, qui a fait beaucoup de morts ces derniers temps. Donc pas des dizaines de morts, on ne connaît même pas les chiffres exacts. Et une seule vie ne vaut pas d'être détruite pour rien. Une seule, mais quand il y a déjà des dizaines, c'est trop. Donc, et un peu plus de 30 000 déplacés. Voilà, vers le Tchad, vers le Tchad voisin. Et nous sommes contents que les Tchadiens nous rendent l'appareil parce que nous-mêmes, nous hébergeons parfois les Tchadiens. Moi, j'héberge parfois les Tchadiens ici au Cameroun. Donc, nous sommes contents de cette solidarité africaine et nous voulons que des choses comme ça ne se reproduisent plus vraiment, que le gouvernement du Cameroun règle ce litige rapidement. Venant maintenant à votre question, Monsieur Guy Fondop, je vais parler en termes simples. En termes simples, qu'est-ce qui donne à ce que la France cherche l'apaisement? Ce qui donne que la France recherche l'apaisement vis-à-vis des relations dans la géostratégie ou bien dans les conflits de ce type, c'est parce que l'Algérie s'est affranchie du joug français. L'Algérie est un peuple affranchi du diktat français. C'est tout simplement ça. Et c'est ce que nous encourageons d'autres peuples en Afrique, d'autres pays en Afrique d'imiter en ce moment. C'est-à-dire que dès que l'Algérie lève le ton, la France est obligée de négocier. Mais si le Tchad
lève le ton, la France ne négocie pas. Voilà le Mali qui est malmené. Donc, en termes simples, parce que nous parlons aux Africains qui veulent souvent le langage facile pour comprendre les choses. Parce que quand on écoute les autres développer avec beaucoup de types d'exemples qu'ils prennent, les Africains se perdent. Certains de la jeune génération, même les scolaires, là, me posent souvent des questions, mais tu ne dis pas à tes compagnons là que nous, on veut des choses simples, c'est-à-dire que des réponses faciles pour comprendre les choses. Hein? Donc, en termes simples, je dis aux Africains, l'Algérie s'est affranchie du joug français. Donc maintenant, il est question que les autres peuples imitent l'Algérie. Dès que l'Algérie hausse le ton, la France va doucement s'apeser, chercher des voies de solution. Parce que dans un type de relation où il y a des dominateurs et des dominés, comme la France a toujours exercé en Afrique depuis 600 ans, et tout l'Occident compris, ils sont en Afrique depuis 600 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Africains le sachent. Et ils essayent toujours de rester un dominateur éternel. Donc ici, nous sommes face à une situation où, quand on regarde dans le passé, le rétroviseur, on ne trouve pas des torts que l'Algérie a causés à la France. Hein, quand le ministre français dit oublions le passé. Dans le passé, M. Guy Fondor, vous qui êtes journaliste émérite, qu'est-ce que l'Algérie, vous pouvez me dire ce que l'Algérie a causé comme tort à la France? Non, c'est la France qui est toujours le bourreau. Hein? Voyez un président français, celui-là que je n'aime même pas citer, ce Sarkozy qui a détruit la Libye, détruit le rêve de tout un continent, un peuple qui était déjà un miroir, Eldorado, on donnait l'eau tout gratuitement au peuple, même aux gens qui étaient de passage. Il s'est levé pour détruire un peuple comme ça. Et c'est lui qui se lève donc, hein, il dit à M. Gbagbo, je te donne une semaine pour déguerpir toi et ta femme. Ouais, de tels individus au XXIe siècle qui exercent encore leur diktat, hein, ils prennent les autres comme des sous-hommes. Moi, j'ai toujours dit et je crie, Dieu n'est pas blanc. On peut le démontrer. Dieu a la capacité, la capacité de prendre toutes les couleurs comme il veut. Mais la couleur essentielle de Dieu qu'il aime utiliser parce qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il n'est pas blanc. Mais qu'ils arrêtent ça. On sait là où ils tirent leur bénédiction pour maintenant torpiller la race noire. Donc, ici, j'encourage les Algériens, je leur dis même bravo, mais je prie que tous les autres peuples d'Afrique suivent l'exemple de l'Algérie. Parce que c'est de ça qu'il est question. L'affranchissement du joug français. La France ne peut plus dominer sur n'importe quel plan en Algérie. Leur mot ne passe pas. C'est ça qu'il faut dire aux Africains en termes simples. Hein? Leurs mots ne passent pas. Ils ne peuvent pas utiliser un langage, que ce soit codé, que ce soit décodé, que ce soit un durcissement de ton. Ça ne passera pas. Mais par contre, ils sont en train de faire du bordel au Burkina Faso. Ils sont en train de faire du n'importe quoi au Mali. Hein? Voyez-vous, M. Guy Fondor, lorsque la France a créé, accompagné un faux coup d'État. Toumani Touré a été à 2 à 3 mois de son départ. Et un faux coup d'État qu'on ne comprend pas. Un certain capitaine s'est levé, quelqu'un à la fin de sa mandature, un coup d'État se lève comme ça là. On ne savait pas qui était derrière, même nous-mêmes. On questionnait, mais qu'est-ce qui a motivé cet homme à faire ce type de coup d'État? Quand le président Hollande est arrivé au Mali, mais il a été adoubé, on a même créé tout un fauteuil de roi pour lui. Tous les Maliens l'ont accueilli, l'ont encensé. Mais aujourd'hui, fort de cette expérience, ils ont constaté que mais le type qu'on a adoubé ici et tout, mais c'est la France qui nous crée tout genre de désordre, tout genre de bordel. Maintenant, on demande aux Français de déguerpir. Donc, nous encourageons donc, le reste des peuples africains à imiter l'Algérie, même comme ils ont payé un prix fort pour la libération de l'Algérie. La France ne peut plus jamais faire ce qu'elle a fait en Algérie. Donc, les 14 autres pays qui nourrissent la France et où la France ne manifeste aucune reconnaissance, nous traitent de sous-hommes. Quand vous voyez un peu tout ce que cette France-là fait, M. Guy Fondor, mais c'est énervant. C'est énervant. Regardez la réunion de l'autre jour, où un président français dit aux gens qui ne sont pas mandatés par leur république, toute la communauté africaine qu'il a reçue, il dit maintenant vous avez la légitimité. Face à quoi? Mais nous parlons même souvent de quoi, M. Guy Fondor? Il dit maintenant vous avez de la légitimité pour... ils ne sont pas mandatés. Aucun pays n'a mandaté ses délégués.
Aucun pays. Vérifiez, d'abord vous le savez, vous n'avez plus besoin de vérifier. Mais d'où ils... C'est comme ça qu'ils vont toujours prendre, je ne sais pas, du n'importe quoi. Et sur ce plateau, il y a un panafricaniste qui a recensé la liste de tous ces Africains qui sont partis prêter main forte à ce type de réunion bidon. Donc, voilà des choses que nous dénonçons et nous voulons que les paradigmes changent. L'Algérie a changé de paradigme. Hein? Quand on questionne l'histoire, on ne voit pas que l'Algérie a causé tel tort à la France. Mais on voit toujours que c'est la France qui cause. Quel est ce peuple-là qui ne veut pas reconnaître les autres peuples? Ils nient l'existence des autres peuples dans leur souveraineté, dans leur grandeur. Et ils se disent grands. Et ils parlent parfois des droits de l'homme. On parlait de quoi même en France? C'est du n'importe quoi. Des droits de cochon ou bien des droits de l'homme. Donc voilà un peu la première lecture que je peux donner à ce type d'événement. L'Algérie s'est affranchie du joug français et nous disons bravo à l'Algérie. La France maintenant peut marcher parce que la France ne peut plus dicter l'Algérie. Merci. Merci à vous, messieurs. On va rapidement repartir à travers ce récit sur les voies tumultueuses de ces rapports entre l'Algérie et la France, en parlant justement particulièrement d'un certain nombre d'événements récents qui sont retracés à travers ce récit que je vous propose. Et juste derrière, nous tenterons de comprendre en profondeur. À l'origine de la brouille diplomatique entre la France et l'Algérie, ces propos qu'aurait tenus Emmanuel Macron en marge d'une rencontre avec des petits-enfants de Harki, c'était en octobre dernier. Ils avaient été rapportés dans les colonnes du Monde. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « tout le problème, c'est la France ». Toujours d'après le journal Le Monde, le président français se serait également interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Tollé immédiat, Alger rappelle son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. Pour les Algériens, Emmanuel Macron est allé trop loin, lui qui pourtant en 2017 qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. L'Élysée a depuis regretté, je cite, ces polémiques et malentendus, tout en multipliant les initiatives mémorielles, comme le rapport commandé à l'historien et spécialiste de l'Algérie, Benjamin Stora. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords. Et les sujets sensibles sont nombreux, comme le rôle de l'Algérie au Mali, ou encore la question de l'immigration. Fin septembre, Paris décide de diviser par 2 l'octroi de visas aux ressortissants algériens. Pour Abdelmajid Tebboune, pas question de faire le premier pas pour apaiser les tensions, sans certaines conditions. Le respect total de l'État algérien. La France devrait oublier que l'Algérie était autrefois une colonie. Aujourd'hui, l'Algérie est forte grâce à la puissance de son armée et à son peuple courageux. L'histoire ne peut pas être changée et nous ne pouvons pas changer l'histoire juste pour faire plaisir aux autres. La dernière crise aussi grave entre Paris et Alger remonte à 2005, lorsque le Parlement français avait adopté une loi reconnaissant le rôle positif de la colonisation. L'un de ces articles contestés a depuis été abrogé. Voilà, retour sur ce plateau et cette fois-ci, je veux commencer par vous, Gamal Abina. Rappelez que vous êtes internationaliste et vous êtes spécialiste des questions du Maghreb. Alors, comment comprendre Emmanuel Macron qui glorifie justement la colonisation en faisant croire, par exemple, que grâce à cette colonisation, la nation algérienne est née, quand on sait que historiquement, cette nation existait avant la colonisation? Alors, non, il ne glorifie pas la colonisation, là, je nuancerai un peu le propos. Monsieur Macron fait un exercice assez inquiétant. Alors, bon, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes d'extrême droite et que malheureusement, cette pensée vient de l'extrême droite. Alors, ce qui glorifiait la colonisation, c'était sous Chirac, malheureusement, sous son gouvernement, en 2005, en février 2005, si je ne me trompe pas, où ils avaient eu l'intention, un État, en plus, vous vous rendez compte, démocratique, a eu l'intention de dire les bienfaits de la colonisation. Il va de soi que la colonisation, non seulement n'a apporté aucun bienfait, puisque je le dis et le répète systématiquement, le colon est un feignant qui n'a jamais travaillé, le colon était là pour exploiter des esclaves que nous étions, je dis nous au sens du nord au sud de l'Afrique,
que ce soit les Arabes ou les Subsahariens, nous étions tous les esclaves des colons parce qu'ils nous ont réduits à l'esclavage en volant nos terres et en exploitant nos bras pour pouvoir s'enrichir. Et donc, ces gens ne travaillaient pas. Et il se trouve que cette nation préexistait, bien évidemment, comme toutes les nations africaines, avant l'arrivée des Français. Sauf que cette méthode, c'est une méthode d'extrême droite que malheureusement M. Macron a recyclée, à savoir, avant l'arrivée de la France, on voit bien avec le phénomène Zemmour, qui est ce genre de plaisantin qui ne connaît pas l'histoire, mais qui prétend la raconter, avant l'arrivée de la France, il n'y avait pas d'État-nation algérien. Alors, en termes, au niveau du nom, Algérie, ça vient d'un mot que les Français ont entendu des Espagnols, qu'ils avaient eux-mêmes entendu des Arabes, qui dit en arabe, ça signifie le Jazaïr. Le Jazaïr, ce sont les îles, parce que les Arabes, quand ils sont arrivés, ont appelé, en arrivant sur la côte algérienne, ils ont appelé ça des îles. Donc, Algérie, c'est bien un nom qui vient de l'arabe, c'est bien un nom qui vient d'une nation qui existait, qui ne s'appelait pas effectivement l'Algérie, c'était un territoire, mais qui était l'Empire ottoman musulman et qui était un empire qui a 1400 ans de civilisation tout de même. Alors, quand M. Macron dit cela, il dit l'Algérie telle que définie aujourd'hui n'existait pas. On peut lui renvoyer à ce genre de stupidité le même rapport, de dire que la France telle qu'elle existe aujourd'hui n'existe pas, puisque c'est la conséquence de conquête et de guerre. La France de 1914 était amputée par exemple d'un territoire qui s'appelle l'Alsace et la Lorraine, qu'on appelle la Moselle aujourd'hui, qui appartenait au grand empire germanique allemand, le Saint-Empire germanique allemand, et qui a été récupéré par la force à la défaite allemande en 18, après le traité de Versailles. Les Français ont récupéré un territoire qui ne leur appartenait plus. Donc les Allemands pourraient dire que la France n'existait pas sans l'Allemagne, puisqu'effectivement, la conséquence de l'existence d'un État-nation français est la conséquence de conquêtes, de guerres et de défaites. Et bien pour l'Algérie, c'est pareil. Il y avait bien une nation qui existait, il y avait bien des villes, un peuple qui parlait une langue, qui était civilisé, qui était alphabétisé à 80%, dont les cités étaient connues depuis très longtemps, comme Ardaya, c'est des cités qui sont millénaires, structurées, avec une monnaie, avec un État central, avec tout ce qu'on peut constituer comme l'idée d'un État tel qu'il doit exister. Mais effectivement, comme M. Macron dit qu'il n'existe pas, c'est qu'il répercute malheureusement son aile droite et extrême de son parti. Et ce genre de discours un peu ridicule est un discours de personnes ignorantes de la réalité historique, qui ne comprennent même pas le concept d'État-nation, bien que ce soit né en France, l'État jacobin, et qui ont décidé de dire que si nous n'étions pas là, finalement, l'Algérie n'existerait pas. Eh bien non, l'Algérie non seulement existait, mais ils l'ont attaquée pour des raisons simples, c'est qu'effectivement, elle est dérangée. Elle est dérangée parce qu'il y a eu tout un tas de conflits qui opposaient les Français aux Algériens, je parle en termes de califat ottoman, donc il y a bien un pouvoir central en Algérie qui les gênait avec les barbaresques, avec la piraterie en Méditerranée, avec évidemment des conquêtes. Tout ça, ça posait problème. Ensuite, la France devait de l'argent à l'Algérie, donc l'État qui n'existe pas était quand même l'État à qui il devait de l'argent. Il devait de l'argent sous forme de blé. Et quand les Français sont arrivés en Algérie, c'est simplement pour faire main basse, après 1830, faire main basse sur l'or algérien, 5 milliards d'or algérien. Voilà, donc oui, la question qui se pose, c'est que quand on dit ça, on donne le sentiment que finalement, le colon est le fabricant d'un État, c'est lui qui a tout créé, alors que c'est ridicule, que ce même colon qui est tributaire d'une civilisation qui était la nôtre, nord-africaine et africaine, oublie que l'histoire commence bien avant la création de l'État français qui arrive très tard finalement dans l'histoire. Et surtout, quand il dit ça, c'est une façon d'inférioriser la nation qu'il a en face de lui. Alors ça, c'est une méthode qui est grossière, qui est malhabile, qui fait fi du côté millénaire de l'existence. J'ai toujours fait des comparaisons par rapport à ce genre de propos d'extrême droite. Je dis simplement, si votre nation existe depuis 250 ans, je parle de la République française, la nation musulmane existe depuis 1400 ans, et la nation avant l'islam, c'était pour l'Algérie la Numidie, existe depuis plus de 2000 ans. Donc ce genre de concours de qui sera le plus long et qui sera le plus fort est complètement ridicule. Mais c'est vrai que quand ils le font, il y a des visées à la fois toujours un peu néocolonialistes, nous sommes les meilleurs, nous avons tout créé, ce genre de stupidité. Et puis surtout, c'est le plus important, c'est une façon d'inférioriser ou d'infantiliser une nation. Si on dit que nous sommes plus vieux que vous, c'est que nous sommes des adultes et que vous êtes des enfants. C'est toujours le même concept. Alors, quand il fait ça, il satisfait son aile extrême du parti, malheureusement, et par là même, quand il fait ça, évidemment, il donne le sentiment que finalement, la France domine toujours dans la région. Et c'est bien de le rappeler, l'Algérie s'est battue et a utilisé durant toute la période coloniale, parce qu'il y a aussi un mythe qui a été construit de dire qu'il y a eu 132 ans de colonisation. Il y a eu 132 ans de présence française, mais la colonisation n'a pas commencé en 1830. C'est l'entrée des troupes royales françaises qui est arrivée en 1830. La colonisation, elle a pu commencer à se consacrer à partir de 1870, quand les dernières grandes révoltes armées et organisées, des Zaouïas de l'Est algérien après la chute de l'émir Abdelkader, donc quand ces dernières grandes révoltes ont pu être plus ou moins stoppées. Il faut savoir en Algérie que tous les 10 ans, il y avait une grande révolte dans toutes les régions algériennes. C'est-à-dire que la France n'a jamais réussi à pacifier, à écraser l'idée d'un État-nation qui est né immédiatement avec l'arrivée d'émir Abdelkader,
Il n'a jamais réussi à stopper cette idée d'un idéal d'un peuple uni, combatif et qui voulait libérer sa terre parce que c'était sa terre. Et ça, c'est des choses qui sont historiquement très compliquées à appréhender parce que là, c'est un raccourci que j'ai fait très rapide. Mais en substance, l'idée d'un État-nation au sens jacobin du terme, évidemment, ne veut rien dire dans la région puisque le jacobinisme n'est qu'avec la Révolution française. Mais en revanche, l'idée d'un État en termes de pouvoir centralisé, les premières cités, rappelons-le quand même, sont nées dans cette région-là, elles ne sont pas nées en Occident. Les premières cités, les premières monnaies, la première écriture, bref, tout ça, c'est pour dire que quand on essaie de ravaler cet État, une sorte d'émanation comme ça un peu ratée de ce qu'aurait fait la France, c'est une façon d'insulter les Algériens. Donc en vérité, c'est une très grave méthode et en même temps, ça ne profite pas à l'État français parce que finalement, M. Macron, quand il fait ça, il satisfait peut-être son rang extrême dans son parti d'extrême droite, enfin, je parle de ceux qui sont à l'extrême droite dans son parti qui existent, il leur fait peut-être plaisir aux anciens de l'Algérie française, à l'OAS, mais il perd en termes de part de marché, il perd en sympathie qu'il avait obtenu au départ de son mandat. Hein. Il y a une grosse sympathie qui se dégageait de lui, parce que ce n'est pas un enfant de la colonisation, ce n'est pas un fils de colon, ce n'est pas un fils de l'OAS, il n'a pas connu la guerre, sa famille n'a pas participé à la guerre, donc tout ça, ça donnait quand même des gages de crédibilité. Malheureusement, il est conseillé par des gens qui ne sont pas très bien avisés et qui le poussent à la radicalisation dans ses propos, car ce sont des propos hautement radicaux. Et on va finir, M. Macron n'est pas un raciste, mais les racistes dans son parti existent et le poussent dans cette direction. Mais quand même, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la France rôde tant autour de l'Afrique. Pourquoi ne peut-elle pas simplement se passer de ce qu'elle considère comme étant, en parlant du cas de l'Algérie, des nations qu'elle aurait elle-même, enfin qu'elle aurait promues. Pourquoi ne pas aussi, pourquoi n'a-t-elle pas pu adopter notamment l'attitude de l'Algérie, c'est-à-dire considérer ses relations diplomatiques désormais froides en cet état-là? Est-ce que le gaz, en parlant de cette OPEP du gaz, dont l'Algérie sera l'un des grands piliers, est-ce que le gaz ici a quelque chose à y voir? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans une logique finalement d'accaparement des ressources naturelles? Bien entendu, dans le colonialisme occidental, il y a l'ambition de s'emparer du sol et du sous-sol et des richesses de l'Afrique. Le gaz est central. Il est central dans l'affrontement entre le bloc américano-occidental et le bloc de l'Est. Notez que cet affrontement, il concerne principalement les USA et les puissances du bloc de l'Est. Et la France court un peu dans le cadre du dossier algérien, derrière un dossier qu'elle ne maîtrise absolument plus. L'Europe absorbe les livraisons de gaz, elle ne les contrôle absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en septembre 2015. Les États-Unis, jusque-là, qui sont importateurs d'hydrocarbures, ils deviennent exportateurs de pétrole et de gaz et ils deviennent même la principale puissance mondiale exportatrice de gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a découvert l'exploitation du fameux gaz de schiste. Comment on l'extrait-on? Grâce à une technique qu'on appelle le fractage et qui détruit profondément les sols. L'exploitation du gaz de schiste, elle va conduire à la destruction de l'Amérique du Nord pour des centaines d'années. Mais les résultats sont immédiats. Donc Obama lance ce processus et Trump, qui est le représentant, notamment l'élu des lobbies du charbon, du pétrole et du gaz aux États-Unis, il le développe de manière exponentielle en supprimant toutes les lois écologiques qui avaient été votées de protection du sol au cours des 15 dernières années. Voilà donc les États-Unis qui dominent le marché du pétrole et du gaz. Dans le domaine du pétrole, ils sont le swinging state, c'est-à-dire l'État qui détermine le prix du baril du pétrole, ce n'est plus l'OPEP. Et dans le domaine du gaz, ils déterminent le prix du mètre cube de gaz. C'est encore pire parce qu'ils jouent à la baisse. Le but de ces gens, c'est de faire du fric, particulièrement de l'establishment américain. Donc, ils détruisent le prix du cours du pétrole. Lorsque Obama, en 2015, s'empare du marché du pétrole, le baril du pétrole se vend à $130. Quelques mois plus tard, il est à $30. C'est la même chose pour le prix du mètre cube de gaz. La réaction va s'effectuer dans deux directions. Tout d'abord, il y a un mouvement de la Russie et de l'Iran vers l'OPEP et on voit même le renversement des blocs idéologiques. La Russie, c'est l'Iran sont les ennemis de l'Arabie saoudite, mais dans le domaine du pétrole, ils collaborent ensemble contre les Américains pour remonter les prix. C'est la même chose dans le domaine du gaz.
Le but ils créent donc, c'est une idée russe, l'OPEP du gaz. Le but de l'OPEP du gaz, c'est de reprendre le contrôle du prix et des marchés d'exportation du gaz, que les pays producteurs soient en fait les propriétaires de ce qu'ils produisent. Les Russes s'adressent aux Iraniens, qui sont les grands producteurs de gaz. Ils s'adressent également au Venezuela. Ils s'adressent également eux-mêmes, sont producteurs de gaz, puisqu'ils sont les principaux fournisseurs de l'Union européenne. Ils s'adressent à une série de producteurs marginaux et ils s'adressent par exemple à une tête de pont en Afrique, qui est la Guinée équatoriale d'Obiang-Nema Massogo. La Guinée équatoriale, on oublie souvent parce qu'on est toujours dans les médias mensonges occidentaux. Ce n'est pas seulement un État qui produit du gaz, c'est l'État leader mondial dans l'exploitation du gaz. Le complexe le plus moderne au monde, il est à côté de Malabo, il est sur l'île de Bioko, il est à Punta Europa. J'avais fait sur Afrique Média en 2015 un long reportage sur le complexe de Punta Europa. Ce sont ceux qui ont les techniques d'exploitation de pointe. Quelles sont les différences avec les autres? On perd beaucoup de gaz en l'exploitant, parfois jusqu'à 50%. En Guinée équatoriale, on ne perd même pas 5% parce que ces pertes sont récupérées et investies dans des centrales électriques qui servent à électrifier le pays. Malabo, en juillet 2019, organise donc le sommet des pays exportateurs de gaz. On y accueille, ça va être le début des ennuis du nouvel assaut contre la Guinée équatoriale. On y reçoit comme un grand chef d'État l'ancien ambassadeur iranien qui contrôle le secteur d'État en Iran. L'Iran, évidemment, c'est le grand Satan. C'est l'ennemi absolu encore plus que les Russes, des Américains et de leurs alliés. Et donc, les Algériens, à l'occasion du sommet, ils rejoignent également l'OPEP du gaz. C'est une expression générique pour représenter ce que c'est par rapport à l'OPEP du pétrole. Mais l'OPEP du gaz, en fait, c'est donc l'Association internationale des États producteurs de gaz. À partir de ce moment-là, il y a une alliance étroite qui est en train de se tisser entre l'Algérie et entre l'Iran. Et parallèlement à cela, il y a une alliance militaire étroite qui se constitue entre l'Algérie et la Russie. Le but, évidemment, c'est que la Russie, alliée à l'Algérie, veut neutraliser les flottes occidentales en Méditerranée occidentale, ce que dénoncent les amiraux européens et américains. Et les Américains et les Européens se servent du rival géopolitique de l'Algérie, qui est le Maroc, comme tête de pont pour entrer non seulement en Afrique, mais en Afrique du Nord. Il y a encore 3 ans, le Maroc, qui permettait aux Américains uniquement d'intervenir essentiellement au Sahel et essentiellement en Libye. Mais aujourd'hui, le Maroc, c'est de là que l'US Army et l'OTAN se redéploient dans une zone qui ne concerne plus l'Afrique du Nord, mais qui va de la Méditerranée, qui va donc de l'Europe occidentale, jusque la mer Rouge. Voilà ce qui est en train de se passer dedans. Là, le basculement de l'Algérie, qui s'est effectué depuis l'époque des Soviétiques, mais qui maintenant est revitalisé par la politique de Poutine et la France, c'est évidemment un des éléments clés de l'implantation du bloc de l'Est en Afrique. Et l'alliance de l'Iran avec évidemment l'Algérie, c'est un des éléments clés de l'hostilité occidentale. Que cherchent les Français au milieu de tout? Je vais conclure là-dessus. Les Français, en fait, ils subissent tout ça. C'est une petite puissance géopolitique sur le déclin. Les Américains sont 10 ou 15 fois plus puissants que la France. C'est eux les patrons. C'est les patrons de l'OTAN, mais aussi les patrons politiques de l'Union européenne, qui est un géant économique, mais un nain géopolitique à cause de l'OTAN, personnellement dit. Et les Français, évidemment, ils ont longtemps été flattés par les Américains comme gendarmes de l'Afrique. Aujourd'hui, les Américains veulent prendre le contrôle direct et désespérément, les Français jouent de bluff et de diplomatie pour tenter de dire « nous existons toujours ». Dans ce cadre-là,
Il est essentiel pour la France de dire aux Américains, vous voyez, nous sommes encore influents, sans nous, vous ne contiendrez pas l'Algérie. C'est évidemment, comme on dit à Marseille, une galéjade. Michel, et sur ce plateau, le pasteur Pondy, alors on regarde et puis on voit finalement que on voit une France finalement qui avec une arrogance finalement qui ne se justifie pas, parce qu'on se demande si elle a les moyens aujourd'hui d'afficher une telle arrogance telle qu'on l'a suivi dans ses propos d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Effectivement, la France a toujours été arrogante. L'arrogance de la France vient d'où? C'est comme ça qu'il fallait peut-être me poser la question pour que je dise d'où vient cette arrogance. L'arrogance de la France vient du fait qu'elle vit aux dépens des autres. Voyez-vous par exemple, M. Guy Fondop. Mais dans ce cas-là, doit-on impérativement être arrogant? Parce qu'on peut développer, on peut avoir une autre approche qui tente notre survie dépend de l'autre. On vit aux dépens des autres en imposant un diktat, c'est-à-dire que en utilisant les armes que les autres n'ont pas, hein, la puissance de feu, comme on l'appelle, que les autres n'ont pas, on peut se permettre de se comporter comme les malades français, parce que c'est de la maladie en fait. C'est-à-dire que, voyez-vous un peuple donc qui tire chaque année de l'Afrique, précisément, au moins 500 milliards, au moins entre 400, et ce n'est pas les Africains qui ont mené cette dénonciation, c'est l'Allemagne. Hein, c'est un journal allemand qui dénonce cela parce qu'ils en avaient marre. Près de 500 milliards chaque année qu'ils tirent des ressources africaines au travers de cette fausse monnaie qui est le franc CFA, qu'ils convertissent comme ils font. Ils tirent des bénéfices de 500 milliards chaque année. Ça leur permet donc de mener une vie arrogante. Quand souvent on vous dit, ou bien je rencontre quelqu'un, M. Guy Fondop, il me dit non, les peuples français eux-mêmes ils sont bien, mais c'est les gouvernants qui sont mauvais. J'ai dit faites attention, moi je suis missionnaire. J'étais à l'extrême nord du Cameroun où je déplore les morts. En ce moment, dans la ville de Kousseré, effectivement, je quittais Kousseré pour allier Mora. Et j'ai cheminé avec un Français qui partait prendre, il savait ce qu'il partait faire là-bas à l'extrême nord, prendre un Camerounais pour l'amener en France pour être son cobaye de maison, hein, son laquais de maison. Parce qu'il ne peut pas trouver une telle main-d'œuvre. Il faisait les papiers et j'avais approché la famille de ce jeune garçon pour dire mettez l'œil sur cet enfant qui va parce que je n'ai pas confiance à ce type d'individu. Et le monsieur, donc, chemin faisant, nous nous sommes séparés en route. Il m'a demandé d'où je venais, de ma tribu au Cameroun. Hein? Donc, quand ils quittent l'Europe, quand ils quittent leur pays pour venir en Afrique, ils ont le temps d'étudier chaque peuple. Comme le cas du Cameroun, chaque ethnie, nous en avons 250. Ils prennent sur eux. Quand je lui ai dit le nom de mon ethnie, il a directement pris fuite. Il dit non, vous êtes trop sage. Hein, vous êtes trop sage. Donc, ils prennent le temps d'étudier. Et c'est pour ça que nous invitons également les Africains à faire pareil. Donc, voilà donc des gens qui vivent sur le dos des autres, qui profitent de cette manière avec, sans être inquiétés. Ce n'est que le Dieu incréé qui va les arrêter. Parce qu'on ne voit pas de développement sur le plan quand les jeunes Africains essayent de se mettre ensemble, comme le cas tout à fait. Alors tout à l'heure vous parliez du Burkina Faso. Vous parliez il y a un instant de sagesse en parlant justement de l'expression qu'il a utilisée justement pour s'adresser à vous. Rappelez qu'un groupe ethnique ne peut pas être plus sage qu'un autre. On peut peut-être parler d'ouverture sur intellectuelle ou alors de niveau d'alphabétisation qui peut ne pas être le même. Tout à fait. Tout à fait. Donc de l'ouverture au monde. Tout à fait. Oui. Et c'est ça qui l'a fait se séparer brutalement de moi parce qu'il sentait un peu une certaine connaissance qu'il ne peut pas gérer facilement dans le mensonge parce qu'ils sont des maîtres à mensonge. Hein. Ils sont des maîtres, ils ont l'art de mentir, de tromper facilement. Et c'est comme ça donc qu'ils maintiennent leur hégémonie avec le mensonge. Voyez-vous un peuple qui peut utiliser des infiltrations pour connaître comment vous vivez dans votre société. Et regardez l'exemple du Burkina Faso. C'est les femmes nues qui ont marché pour libérer le Burkina Faso après avoir subi 27 ans
de rectification, ce que le mécréant, j'aime l'appeler comme ça, de Blaise Compaoré, a appelé, après avoir éliminé Sankara, et ses compagnons qui l'ont accompagné pour éliminer Sankara, pour tuer les Lingani, les Zongo, il les a tous massacrés. Et il dit 27 ans de rectification. C'est les femmes, c'est le Dieu incréé qui utilise les femmes nues, elles marchaient nues, pour libérer le Burkina. Mais la France fait quoi? Elle place encore un pantin comme c'est Romain Kaboré qui est là maintenant, pour traîner son peuple en justice parce qu'il revendique le départ de la France. Voyez-vous? Non, sur ce plateau, nous avons dit que si cet homme-là ne reprenait pas le discours de Sankara, on devait le dénoncer à temps opportun. Mais le peuple n'a même pas attendu, le peuple a pris les choses en main. Le peuple sait que voilà quelqu'un qu'on a encore placé pour voler notre libération. Le Burkina ne peut pas être libéré avec des gens comme ça. Hein? Or que c'est le peuple qui revendique sa libération, sortir du joug français, comme ce que les Algériens ont fait. Et les autres pays doivent copier cet exemple. Vous imaginez un peu jusqu'à présent, si Thomas Sankara vivait, toute l'Afrique serait libérée. Toute l'Afrique noire, les 14 pays là, il n'y aurait plus rien. Il avait une dynamique de force de persuasion et de participation. Dans le travail, il était le numéro 1. Pour démontrer que voilà ce que nous pouvons faire pour sortir de ce joug, de ces sauvages. Parce que c'est ça qu'ils sont. Ils sont des sauvages. Ils ne reconnaissent rien. Et ils traitent les autres de sous-hommes. Sur quelle base? Donc, voilà donc, nous sommes face à une situation où, quand quelqu'un te vole, et il ne sait pas qu'un jour tu peux te détacher de son vol pour imaginer vivre autrement, parce que lui il a des bombes, il a tout l'arme nécessaire pour te maintenir sous son joug. Nous sommes face à une difficulté énorme. Mais malheureusement pour les Africains, la prise de conscience est déjà là. C'est ça qui est indéniable et c'est ça qu'il faut féliciter, c'est ça qu'il faut encourager. Tous les Africains, je dis même ceux de la Côte d'Ivoire où il y a des gens comme les Ouattara, sont conscients. J'ai reçu encore des missionnaires cette semaine qui me disent qu'ils préfèrent Gbagbo. C'est-à-dire que chacun chante. Ils chantent. Voilà un peuple où on nous disait, par exemple, que regardez un peu ce qui se passe dans un pays comme celui-là. Où on nous faisait croire que non, celui-là c'est un grand économiste, il va venir faire ceci, l'économie va redémarrer. Voilà la Côte d'Ivoire, moi je reçois les Ivoiriens qui pleurent. Nous parlons de quoi? C'est-à-dire quand l'impérialiste, ou bien le dictateur, ou bien les impérialistes sont là avec les mêmes méthodes, les mêmes stratégies de domination, le développement ne peut pas exister pour un peuple. Donc nous sommes donc face à cette situation où la prise de conscience collective est une nécessité impérieuse, est une urgence même, urgence pour tous les peuples noirs, parce qu'il est question de ça même maintenant, élargir la solidarité, que ce soit ceux-là qui sont aux États-Unis, nous voulons qu'ils accompagnent tous ceux qui sont ici pour ce combat panafricain, pour que le continent soit libéré du joug colonial français. Merci à vous, Pasteur Pondy. On va rapidement aller au standard de la télévision panafricaine, vous donner la parole. La France a-t-elle les moyens, même militaires aujourd'hui, pour pouvoir affirmer une telle arrogance sur le continent africain? On va s'interroger. Pasteur Pondy, tout à l'heure, vous étiez peut-être un peu trop optimiste, ou alors un peu, vous donniez peut-être une grandeur qui peut-être n'est pas celle de la France d'aujourd'hui. On a vu cette France vaincue en Algérie, on l'a vu dans les processus de décolonisation dans de nombreux autres pays vaincus. Certes, pas en Afrique noire, mais même en Afrique noire, on a vu notamment avec des mouvements comme l'Union des populations du Cameroun, on a vu comment, malgré le soutien de la France, il y a eu quand même, les nationalistes camerounais ont causé beaucoup de tort à cette France-là. Mais tout à fait, M. Guy Fondop, personne ne peut nier cela. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la France ne peut rien par elle-même. La Première Guerre mondiale, les Africains ont perdu combien? 66 000 hommes pour la France, pour la cause de la France. 66 000 hommes. Deuxième Guerre mondiale, 55 000 hommes. Quand ils viennent perdre 15 soldats au Mali, on ne souhaite pas la mort des individus, des créatures de Dieu, même si eux ils ne reconnaissent pas ce Dieu incréé. Ils commencent à chanter que 15 Français meurent pour la cause du Mali. Ils se moquent de qui, finalement, souvent? Donc, c'est toujours l'Afrique qui paye un prix fort pour la cause française.
Et c'est aussi les Africains qui vont pleurer en France, pleurer ces morts français qui finalement ont peut-être plus de dignité ou alors auraient plus de dignité à leurs yeux que les morts africains même. Jusqu'ici, on n'a pas entendu la France justement pleurer les victimes, notamment de ces affrontements contre un convoi de barricades. Mais est-ce que finalement, donc, ce n'est pas finalement ces Africains-là qu'elle considère comme étant des alliés en parlant de ces diasporas ou alors de ces hommes politiques africains qui se sont rapprochés de Paris, qui sont aujourd'hui le problème et qui donnent l'illusion d'une puissance française? On va s'interroger juste derrière, le temps de prendre cet appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne, bonsoir. Vous êtes en direct, allez-y s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, mon cher ami Guy Fondop, à mon oreille depuis les États-Unis. Alors, je remercie vos invités. Alors, pourquoi est-ce que la France est en train de souhaiter réviser ou bien souhaiter un apaisement entre ses relations avec l'Algérie? Alors, j'aimerais revenir sur ce sujet-là, mais d'abord, vous avez posé une question de savoir pourquoi est-ce que la France ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, comment je veux dire ça, avoir une relation, je dirais, gagnant-gagnant avec les pays africains et elle est obligée d'exercer une attitude de prédation vis-à-vis de ces pays-là. Alors, mon cher ami Guy Fondop, il faut savoir qu'il y a, comment je veux dire ça, il y a 3 types de pays occidentaux en général. Il y a certains pays occidentaux qui, aujourd'hui, entretiennent des relations gagnant-gagnant avec les pays africains, parce que ces pays occidentaux-là ont besoin des ressources de ces pays-là, des ressources naturelles de ces pays africains. Il y a le deuxième type de pays occidentaux. Ceux-là, ils ont plus ou moins les ressources naturelles dont ils ont besoin là. Ils les ont déjà sur leur sol. Donc, ils n'ont plus besoin tellement d'exercer une attitude de prédation vis-à-vis de ces pays africains-là. Et il y a une troisième catégorie dans laquelle se trouve précisément la France, de pays occidentaux. Ces pays-là n'ont ni les ressources naturelles, mais ils ne veulent pas non plus avoir une relation gagnant-gagnant avec les pays africains. Donc, c'est dans ce cas précis que se trouve la France. Vous devez savoir qu'un pays comme les États-Unis, par exemple, depuis la découverte des gisements de schiste, les États-Unis sont devenus maintenant un pays exportateur du pétrole. Dans tous les cas, ils ne sont plus des pays importateurs nets du pétrole. Donc, les guerres que les États-Unis font actuellement à l'extérieur ne sont plus tellement des guerres pour le pétrole ou bien pour le gaz, parce qu'ils sont autosuffisants en pétrole. Ensuite, des pays comme l'Allemagne, la plupart des pays européens, sauf la France, sont des pays qui sont en train de tenter au jour d'aujourd'hui de corriger un peu la relation qu'ils ont avec les pays africains en essayant d'établir une relation gagnant-gagnant entre ces pays africains. Écoutez, nous sommes venus dans votre pays parce que vous avez des ressources naturelles et on veut faire des affaires avec vous. Donc, il n'y a plus une relation de prédation en tant que telle. Mais un pays comme la France n'a jamais changé sa stratégie de coopération avec les pays africains. Voici un pays qui dépend, je dirais, 100% des ressources naturelles des autres pays, notamment des pays africains. Sur tout ce que la France peut avoir comme énergie, je citerai le cas de l'uranium, du pétrole, du gaz, la France dépend exclusivement des autres pays. Mais voilà ce pays qui est comme ça, dépendant des autres pays, mais qui n'a jamais voulu établir une relation gagnant-gagnant entre ces pays-là. Elle exerce toujours une relation de prédation, une relation de domination avec ces pays en disant que, écoutez, en venant dans votre pays-là, dans vos pays, c'est nous qui vous aidons en réalité. C'est ce que disent les Français. Quand les entreprises telles que Total et autres viennent dans les pays africains, ils disent à ces pays-là, nous sommes venus pour vous développer, nous sommes venus pour vous aider, en oubliant que ces États-là ont compris en réalité ce jeu-là. Donc c'est toujours ce que la France a projeté sur le plan extérieur. Elle projette toujours sur le plan extérieur une image immaculée d'elle-même. Une image selon laquelle c'est elle qui est le pays des droits de l'homme, c'est elle qui défend la démocratie et autres, alors que c'est exactement le contraire. Et elle l'a toujours exercé au plus haut niveau, je dirais. Souvenez-vous, Sarkozy est venu en France, est venu en Afrique plutôt, pour déclarer aux Africains que ces Africains-là ne sont jamais rentrés dans l'histoire. Mais quel est le pays, quel est le président africain qui s'est levé pour répondre à Sarkozy? Ça n'existe pas. Donc,
la France a toujours comporté de la sorte, mais depuis quelque temps, on a remarqué que cette position-là a commencé par être bousculée en Afrique. Le cas le plus emblématique, c'est le cas de la RDC. Souvenez-vous, lors des élections présidentielles passées, la France a son candidat, c'était Martin Fayoulou, je crois, et la France, après la proclamation des résultats, a juré qu'elle ne va jamais accepter la défaite de Martin Fayoulou. Mais il a fallu que Kabila et surtout la commission qui s'occupe des élections tiennent fort. Ils ont tiré jusqu'au bout et souvenez-vous, le ministre français des Affaires étrangères a été obligé de réviser maintenant sa position pour finalement accepter la défaite de Fayoulou et donc l'élection de Tshisekedi. Vous voyez, donc quand on obtient en Afrique des dirigeants qui tiennent tête à la France révise sa position. C'est exactement la même chose qui s'est passée en Algérie. La France, face à des raisons purement électoralistes, il faut le savoir, quelqu'un l'a dit, les descendants des Algériens qui sont en France constituent une base électorale très forte. Donc, Macron veut avoir cette base-là. C'est pour cela qu'il a fait cette déclaration en disant que l'Algérie n'avait pas d'histoire avant la colonisation, etc. Mais une fois obtenu, n'est-ce pas, cette voie-là, la France a su, Macron a été obligé, et il a su qu'il y a l'Algérie qui est vraiment importante dans le dispositif économique de la France. Non seulement le dispositif économique, mais le dispositif aussi militaire. Donc, il y a d'énormes pressions qui sont d'être faites sur Macron pour dire que, écoutez, si on est fâché avec l'Algérie, on aura beaucoup de problèmes, notamment par rapport à Barkhane et sur le plan du gaz et de l'énergie. C'est pour cela que Macron a été obligé d'assouplir sa position maintenant pour envoyer, n'est-ce pas, son ministre des Affaires étrangères pour rencontrer les autorités algériennes pour donc apaiser la situation parce que la France n'a pas intérêt à se fâcher avec l'Algérie. Mais sur ce point, mon cher ami Guy Fondom, moi je n'ai pas totalement gobé l'attitude du président algérien Tebboune. Parce que dans ces conditions-là, l'Algérie est vraiment en position de force. Merci à vous pour votre intervention. Juste derrière, on va prendre d'autres intervenants. Rappelez que vous êtes nombreux à tenter de nous joindre pour pouvoir vous exprimer autour de cette volonté d'apaisement dans les relations franco-algériennes, cette demande de la France vis-à-vis de l'Algérie. Vos réactions et commentaires sont attendus dans le cadre de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Il faudrait que nous comprenions que la France a toujours joué cette comédie-là. Rappelez-vous que Sarkozy est allé rencontrer Kadhafi dans la mort de Kadhafi. Sauf que maintenant, le drame qui est en Algérie est très mal tombé, puisque les Algériens ont d'abord lutté pour leur indépendance. Mais le problème qui va se poser et que nous devons insister, c'est le jeu franc de ces Arabes du Nord, donc que ce soit Marocains, que ce soit Algériens, Tunisiens et Égyptiens. C'est le véritable problème. Pour déstabiliser l'Afrique noire, la Centrafrique, ce sont les Marocains, avec la complicité de la France, pour déstabiliser la Centrafrique, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est le Maroc. Bon, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de problème avec l'Algérie et la France, c'est-à-dire la France s'est baladée en Algérie pour déstabiliser le nord du Mali. Il a fallu que le jeune président français égaré sorte des propos pour qu'on commence à découvrir les réalités, le seul jeu que l'Algérie était en train de jouer. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Linda Larbaoui, je l'ai bien répété ça, que aujourd'hui, mon cher frère, nous avons besoin de la sincérité. Vraiment, si vous venez vers nous, les Algériens, soyez véritablement sincères. Parce que c'est un jeu. Comprenez bien que le temps là est passé. Nous avons vu le seul jeu de l'Égypte. C'est que les Égyptiens ont toujours failli faire en Centrafrique. N'eût été la réponse rapide des gardes du corps centrafricain. C'est que nous serons en train d'avoir encore des larmes qui coulent sous nos yeux. Donc, vraiment, soyez sincères, vous Algériens. Parce que ça, c'est un jeu que le Dieu est venu faire. Pour que vous ouvrez encore la porte et que ces munitions, ces armes qui ne peuvent plus passer du côté du Burkina, doivent maintenant commencer à passer du nord de l'Algérie comme ça passait avant. Et
le Maroc, que le Maroc comprenne qu'elle ne pourra jamais avoir le Sahara occidental. Quelles que soient ces relations qu'elle crée entre le Maroc, les Nations Unies, parce que c'est les Nations Unies et le Maroc qui sont en train d'exploiter le nord du Sahara occidental. Qu'elle se trompe. Donc le Maroc ne pourra jamais gagner le Sahara occidental. Qu'elle comprenne cela. Alors il faut que l'Algérie fasse franc jeu pour que elle qui est derrière le Sahara occidental, nous aussi, nous allons soutenir afin qu'il y ait une liberté là-bas. Et que nos frères-là arrêtent ce jeu de déstabilisation. Rentrons aussi vers le Tchad. Il faut vraiment que le président Mahamat là, nous dise sa position, hein, parce qu'on ne peut pas une autre déstabilisation qui va quitter du Tchad pour au Cameroun. Merci à vous pour votre contribution. Encore un intervenant juste derrière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, vous êtes en direct. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Afrique Média, bonsoir frère Guy Fondop, bonsoir au papa Pondi et bonsoir à tous les Africains. Salut particulier à Jamal qui m'a précédé. Et je vais vraiment abonder dans le sens de Jamal. Honnêtement, permettez-moi d'utiliser l'expression de notre frère Bandakani. Je n'ai pas envie de parler du jupitérien, je n'ai pas envie de parler de comment les Occidentaux font. J'ai envie de parler de nous. Donc, juste parce que bon, les jérémiades des autres ne nous fait ni chaud ni froid. Si par le passé, nous avions un pincement, nous n'en avons plus, justement parce que ces autres personnes-là n'entendent pas n'entendent pas les paroles. Justement, ils parlent d'apaisement, mais ils n'entendent pas ces paroles-là. Alors, quelqu'un avait dit, quelqu'un que j'affectionne, on ne parle pas de moralité à des gens qui n'en ont pas. Ceci dit, nous les Africains, oui, c'est à nous de faire le nécessaire. Et justement, si les autres sont dans des jérémiades, oui, dans le cas actuel, on parle de l'Algérie, qui répond aussi haut et fort à ces autres personnes-là, c'est parce que l'Afrique est dans une dynamique. Et donc, moi, je souhaite vraiment parler de l'Afrique. Que les Africains restent dans la dynamique dans laquelle ils sont. Ça bouge beaucoup et nous en sommes fiers surtout de ce qu'Afrique Média fait. Parce qu'à la suite d'Afrique Média, beaucoup d'Africains ont suivi dans le travail de l'éveil des Africains. Et il y a beaucoup d'Africains qui mettent de leur temps et de leurs moyens financiers pour que les autres Africains détournent la tête de l'Occident et retournent les yeux vers l'Afrique pour une Afrique meilleure pour demain. Donc, et je souhaite dire à nos frères algériens ou nord-africains, dans des paroles, les paroles souvent trahissent, on peut dire trahissent la pensée, mais nous voulons, quand je dis nous, en tout cas ceux de l'Afrique subsaharienne, nous voulons bien croire que nous sommes dans le même bateau. Donc, je me mets du côté de Jamal. Soyez sincères, vous n'avez pas besoin de dire nous aussi, nous sommes africains, parce que quand vous le dites, alors ça trahit quelque chose. Ça veut dire que quelque part, vous ne vous considériez pas comme africain. Et peut-être quand vous le dites, vous êtes juste en train de vous considérer comme africain maintenant parce que vous êtes dans une certaine situation difficile et que vous pensez qu'avec les Africains subsahariens, vous pourrez résoudre vos problèmes. Donc, ce qui nous fait penser que lorsque vos problèmes seront résolus, vous allez encore vous départir. Donc, n'utilisez plus l'expression « nous aussi, nous sommes africains » parce que nous le savons déjà. Et lorsque vous parlez d'Afrique, et là je m'adresse à notre frère Gamal Abina avec tout le respect, et je ne suis pas en train de jeter des tomates, non, j'essaye juste de dire, parce que nous sommes dans le même bateau, chantons la même chanson et dansons la même danse. Quand Gamal Abina, qui est, en tout cas, ça se voit, il n'est pas subsaharien, donc quand Gamal Abina parle de l'esclavage et surtout de l'esclavage, qu'il ait un pincement en disant aussi, oui, il y a aussi d'autres peuples, il y a aussi d'autres personnes, et là je pense aux peuples arabes ou aux arabes qui ont fait de l'esclavage, et celle-là on n'en parle souvent pas.
en disant ceci, en tout cas moi en tant qu'Africain, je lui ferai plus confiance parce que, un peu comme Luc Michel dit souvent, Luc Michel a travaillé pendant longtemps et continue à travailler parce que quand il est challengé, il répond. Et il répond dans le sens d'apaiser les Africains en leur disant « je suis avec vous ». Et je ne suis pas en train de dire que c'est un jeu dans ce moment-là. Mais j'espère que mon message est passé. Nord-Africains, vous n'avez pas besoin de dire « nous aussi, nous sommes Africains ». Et quand vous parlez de la traite, de l'esclavage, dites aussi en filigrane que les Arabes aussi ont mené cette traite-là. Et juste qu'on ne voit pas les traces aujourd'hui parce que c'était une hécatombe avec la castration et c'est pour ça qu'il y a très peu de traces de personnes de couleur. Merci Afrique Média d'exister pour nous. Bonsoir. Merci à vous. Alors nous sommes arrivés au terme de cette édition, mais on ne saurait ne pas vous donner une minute, Gamal Abina, pour que vous puissiez réagir en une minute, et puis nous allons sortir de cette édition, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre très rapidement. D'abord, je dis nous sommes Africains, ce n'est pas destination des Africains, je ne parle pas des imbéciles, ils savent parfaitement que nous sommes Africains. Je parle aux racistes occidentaux. Ensuite, je parle à nouveau aux racistes occidentaux quand je dis, et là je dénie complètement ce qui vient d'être dit, hein, malheureusement, il est l'instrument de racistes occidentaux d'extrême droite et de droite qui disent que la traite négrière est une traite arabe ou aurait été une traite arabe. C'est un mensonge, un mensonge. Les Arabes ont réduit à l'esclavage, je vais faire une longue distance, hein. Ils ont réduit à l'esclavage des Arabes, pour commencer, quand ils perdaient la guerre. Ils ont réduit à l'esclavage des Anglais. Le roi Richard Cœur de Lion a été réduit à l'esclavage 3 ans. Ils ont réduit à l'esclavage des gens de l'Est, comme le monde entier pratiquait l'esclavage. Ce n'est pas les Arabes, c'est le monde entier qui pratiquait. On avait ça en Afrique et partout. Donc, ce n'est pas l'esclavage le problème. L'esclavage, c'est quand quelqu'un est réduit à l'esclavage parce qu'il perd. C'est l'esclavage racialisé. Et ça, c'est un concept qui est étranger aux Arabes, parce que je rappelle encore une fois que les Arabes, ce n'est pas une couleur de peau. On a des Arabes blancs, mat et noir. Ça n'est pas une couleur, c'est une civilisation. Donc, il faut sortir de ce piège grossier. Ceux qui disent, pour se défausser de leurs crimes, et c'est des crimes qui sont absolument inqualifiables, que soi-disant les Arabes auraient pratiqué négrière, sont des menteurs. Et je vais traduire simplement, c'est que le concept de réduction d'un homme à l'esclavage en raison de sa couleur de la peau est né en Espagne sous Isabelle la catholique, qui a commencé avec les Indiens d'Amérique, et puis ensuite ils ont développé ce concept avec la controverse de Valladolid contre les Indiens, et après ils ont trouvé que c'est une bonne idée de réduire les Marocains, donc pas des Noirs, mais des entre guillemets mat de peau, à l'esclavage, et après ils ont creusé vers l'Afrique. Donc non, je ne refuse et réfute totalement cette thèse racialisante qui prétend que les Arabes auraient pratiqué une traite négrière. Ils ont juste pratiqué une traite, un esclavage qu'ils faisaient avec n'importe qui de façon indifférenciée. Je renvoie aux lectures sur les barbaresques où 100 000 esclaves européens étaient en Afrique du Nord. Donc cette idée de l'esclavage n'était pas une idée racialisante. Par contre, le racisme occidental qui est dans l'Occident et qui a été développé de façon très subtile par d'abord le fait religieux et puis ensuite par le racisme scientifique du 19e siècle, a dit il y a des peuples inférieurs et des peuples supérieurs, et n'en déplaise à l'auditeur qui a appelé, les Arabes étaient aussi réduits à l'esclavage que les Noirs africains au moment où les colonisations sont arrivées, où les colons ont pris la terre de nos ancêtres. Donc non, il ne faut pas confondre esclavage et esclavage racialisé. L'esclavage racialisé, c'est un concept raciste qui dit que l'homme blanc, donc l'homme blanc et uniquement l'homme blanc, domine le reste du monde, et le reste du monde doit être écrasé parce qu'ils sont inférieurs. Ça fait une énorme différence. Et j'en veux pour preuve que ce soi-disant grand esclavage qui aurait été conduit par les Arabes, il ne reste pas grand-chose. Ce n'est pas parce que les esclaves étaient castrés, il y avait des femmes aussi. C'est simplement parce que c'était marginal. C'était à la marge, et plus encore, une fois que tout le monde a été réduit à l'esclavage en Afrique sous la colonisation, étrangement, nous avions le même combat à mener. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je trouve facile et un petit peu, limite, je ne dirais pas que ça lâche, type qui a dit ça, mais les gens qui pensent ça, d'oublier que l'Occidental est le seul criminel dans cette traite négrière. Je parle bien de traite négrière transatlantique. C'est le seul criminel qui a assassiné des millions de personnes. Il ne faut jamais défausser ses responsabilités en trouvant d'autres responsables qui sont évidemment beaucoup plus faibles pour se défendre de ces crimes. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces questions, et je revendique, comme Kadhafi le disait très bien et comme tous les Arabes le disent très bien, d'Afrique du Nord. Nous sommes Africains. C'est une terre qui appartient aux Africains du Nord au Sud, et l'Afrique n'est pas non plus une couleur. Gamal Abina, l'Afrique n'est pas une couleur, l'Afrique est un continent, c'est aussi un grand ensemble géopolitique. Il y a de nombreuses définitions, voilà, et nous allons nous séparer ici parce que malheureusement nous n'avons plus de temps. Merci au pasteur Pondi d'être passé, merci également à Luc Michel, merci à vous à la maison, restez connectés, le journal africain est à suivre dans moins de 8 minutes maintenant avec Junior Wafo. Gamal, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous et merci pour Vous en verrez encore d'autres parce qu'il y a un petit groupe qui nous aime.
Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Kéta. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Afrique Média. Je vous remercie.